Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, dans le cadre des cours de préparation des examens et du contrôle pour les troncs communs techniques, pour la matière de sciences ingénieurs, on va essayer de faire quelques capsules sur le troisième module, la chaîne d'information. Alors, on va commencer d'abord par le premier module, à savoir les entrées et les sorties information. Alors, pour cela, donc, on va entamer ce plan on va utiliser ce plan-là pour expliquer cette capsule-là. Alors, on va commencer d'abord par l'organisation d'un système automatisé. Donc, je vais rappeler d'abord le rôle d'un système automatisé, quel est l'intérêt d'utiliser des systèmes automatisés. Puis, on va entamer la chaîne d'information. C'est quoi d'abord la chaîne d'information et quel est le rôle de cette chaîne d'information. Alors, on va un petit peu détailler cette chaîne-là, donc à savoir les fonctions génériques, la fonction acquérir, la fonction traiter et finalement la fonction communiquer. Alors troisièmement, donc on va enchaîner par l'étude de la fonction agir. Alors et finalement on va illustrer, on va enchaîner par un petit exemple sur le portique de lavage de voiture. Alors commençons d'abord par l'organisation des systèmes automatisés. Donc d'abord, qu'est-ce qu'un système automatisé et quel est le rôle d'un système automatisé? Alors, je rappelle d'abord qu'est-ce qu'un système. Donc, le système est tout simplement un ensemble d'équipements liés entre eux pour satisfaire un besoin quelconque. Mais là, vous avez un autre terme qui s'ajoute, c'est automatisé. Donc, ça veut dire un système automatisé. Alors, comme tout système, il est conçu pour agir sur la matière d'œuvre. Donc, on a déjà entamé dans le premier module. On a parlé de l'analyse fonctionnelle. On a parlé de la matière d'œuvre, la matière de entrée, la matière de sortie et la valeur ajoutée. Et ce qu'on appelle agir sur les systèmes, agir sur la matière d'œuvre. Alors, comme tout système, il est conçu pour agir sur une matière d'œuvre, il lui apporte une certaine valeur ajoutée. Alors, il est contrôlé par des échanges d'informations et agit sur la matière d'œuvre grâce à l'énergie. Donc, je rappelle qu'un système automatisé, c'est tout simplement un système qui va, donc c'est un ensemble d'équipements liés entre eux qui vont satisfaire un besoin quelconque, dont l'intervention de l'homme est très très réduite. Alors là, donc on va décomposer généralement un système automatisé, il est décomposé en deux parties essentielles, deux fonctions essentielles. La chaîne d'information et la chaîne d'énergie. Alors, on décompose un système automatisé en deux chaînes, donc la chaîne d'information, vous voyez là, et la chaîne d'information et chaîne d'énergie. Tout ça, bien sûr, il va agir sur la matière d'œuvre pour avoir une valeur ajoutée. Alors, pour la chaîne d'information, vous voyez là qu'il y a deux types de signaux, ou plutôt quatre types de signaux qu'il faut savoir. Il y a ce qu'on appelle les consignes opérateurs, qui viennent de l'opérateur. Il y a les comptes rendus de la chaîne d'énergie. Donc là, la chaîne d'information, il a une relation avec la chaîne d'énergie à partir de ces comptes rendus de la chaîne d'énergie. Vous avez aussi les signaux qui vont faire, donc là, les signaux qui vont, ce sont les sorties de la chaîne d'information. Et vous avez les ordres qui sont donnés, bien sûr, par la chaîne d'énergie ou chaîne d'information. Alors, là, les informations qui transitent dans les systèmes automatisés, ce que j'ai déjà dit, donc, sont de quatre types. À savoir, vous avez ici des consignes, vous avez les signaux, les ordres et les comptes rendus. Alors, je commence par les consignes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les consignes? Alors, les consignes donc c'est l'opérateur qui va communiquer, donc qui communique avec le système à l'intermédiaire d'un système qu'on appelle pupitre. Donc, on va voir après ce que ça veut dire un pupitre, quel est le rôle de ce pupitre-là. Alors, je rappelle ici que les consignes sont plutôt les ordres ou les consignes, c'est l'opérateur qui communique avec le système pour l'intermédiaire d'un pupitre. Deuxièmement, les signaux, donc les sorties de la chaîne d'information, c'est le système qui communique avec l'utilisateur par l'intermédiaire du pupitre. Donc, généralement, la chaîne d'information va donner des signaux. Alors, des signaux-là sont communiqués avec le pupitre. Troisièmement, sont les ordres. Alors, les ordres, c'est une information interne au système qui permet de commander
commander les différentes opérations nécessaires à la réalisation de la tâche. Donc, déjà, le nom l'indiquer, donc les ordres, ça veut dire, c'est une information qui va être directement enchaînée par la chaîne d'énergie vers la chaîne d'information et qui va permettre de commander les différentes opérations nécessaires à la réalisation de la tâche. Et finalement, les comptes rendus. Donc, les comptes rendus, ce sont des informations internes au système qui permettent de faire quoi? De connaître son état et l'état de la matière pendant tout le fonctionnement. Alors là, il faut différencier entre ces quatre types d'informations, à savoir les consignes, les signaux, les ordres et finalement les comptes rendus. Maintenant, on va entamer ce qu'on appelle la chaîne d'information. Les chaînes d'information des systèmes automatisés comprennent majoritairement des composants et des cartes électroniques. Comme vous voyez là, c'est notre chaîne d'information. La première remarque ici, c'est que cette chaîne d'information, elle est décomposée en trois parties essentielles. Vous avez la partie ou la fonction acquérir, la fonction traiter et la fonction communiquer. Alors, de ce fait, les informations sont nécessairement des signaux électriques. Généralement, sont des tensions ou des courants. Donc, généralement, ce sont des tensions qui ne dépassent pas 24 volts, donc 10, 15 volts, par exemple, qui peuvent être de nature différente. On va le voir après. Donc, vous avez trois types essentiels. Donc, vous avez les informations où la nature se forme logique, se forme analogique et se forme numérique. Alors, les flux de ces informations décomposent en trois fonctions, comme j'ai déjà dit. La fonction acquérir, la première fonction. La deuxième, c'est la fonction traiter. Et finalement, la troisième, c'est la fonction de communication de ces informations. Alors, commençons d'abord par la première fonction, c'est la fonction acquérir. Donc, je vais essayer de faire un rappel de quel est le rôle de cette fonction acquérir. Alors, les consignes de l'opérateur, donc je rappelle que la partie ou la fonction acquérir est là en relation avec les consignes et les comptes rendus. Alors, les consignes de l'opérateur sont recueillies par l'intermédiaire soit des boutons, soit des interrupteurs, par exemple, soit des claviers, soit des joysticks, pour les jeux, par exemple, soit avec des souris. Alors, là, une remarque très importante, est-ce que certains systèmes automatisés étant interconnectés. Donc, les consignes peuvent aussi venir d'autres systèmes automatisés. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, deux systèmes automatisés qui se communiquent entre eux, d'autres systèmes automatisés et d'ordinateurs superviseurs. Alors, les comptes rendus. Donc là, j'ai parlé des consignes. Donc maintenant, on va parler de comptes rendus. Alors, les comptes rendus de la chaîne d'énergie sont en fait des grandeurs physiques, soit de position. Donc, une fois, je rappelle, une fois j'ai dit grandeur physique, donc on va voir après, dans le deuxième vidéo, donc le fait que les principes et les différents types des grandeurs physiques. Alors là, vous avez par exemple les positions, les vitesses, les fins de course, les pressions, la température, les débits, les intensités. Donc tout ça sont des grandeurs qui sont physiques. Alors, qui sont recueillies en permanence par l'intermédiaire de ce qu'on appelle le capteur. Alors, le capteur, tout simplement, on va le voir après. C'est l'élément qui va faire cette tâche-là, qui va faire l'acquisition de données. Et là, vous avez quelques exemples de ces capteurs que vous trouvez dans le marché. Et au fur et à mesure, dans les autres capteurs, on voit les types de ces capteurs et quel est le rôle et quelles sont les informations qu'ils vont acquérir ou qu'ils ont acquises par ce genre de capteurs. Alors maintenant, la fonction traiter. Donc, une fois on a acquis les données, donc maintenant il faut traiter ces données-là. Alors, cette fonction est assurée par quoi? Par ce qu'on appelle le cerveau. Alors, le cerveau du système va appeler partie commande. Donc, une fois que vous voyez, vous entendez partie commande, ça veut dire tout simplement c'est la fonction qu'on appelle la fonction traiter. C'est la deuxième fonction de la chaîne d'information. Alors, cette partie commande qui va gérer et qui va traiter l'ensemble des informations issues, bien sûr, de la partie acquise. Alors, elle est programmée, généralement, de façon à gérer la succession des opérations en donnant des ordres à la chaîne d'énergie. Alors, généralement, qu'est-ce qu'il faut retenir là? Donc, au niveau de la partie traitement, alors la partie traitée, elle est
directement il est en relation avec les ordres. Je rappelle pour les comptes rendus et pour les consignes pour la partie acquise, pour la partie traitée, c'est ce qu'on appelle les ordres. Alors, elle est programmée de façon à gérer la succession des opérations en donnant des ordres à la chaîne d'énergie ou des messages à l'opérateur en fonction des différents comptes rendus ou conçus comme issus, bien sûr, de la partie ou de la fonction acquise. Alors, la grande majorité des systèmes de diffusion limitée est commandée par ce qu'on appelle automate programmable industriel, API. Alors, ou parfois par un ordinateur, donc des microcontrôleurs, des microprocesseurs, tout ça, donc on peut l'utiliser comme des systèmes pour faire la gestion, pour faire le traitement des données. Alors, pour les systèmes de grande diffusion tels que les machines à laver, par exemple, la partie commande se résume à un module ou à une carte qu'on appelle carte électronique plus ou moins complète. Donc là, vous avez quelques exemples des systèmes ou des composants qui vont faire la fonction traitée. Là, vous avez le module électronique de machine à laver, par exemple une carte électronique qui sera programmable. Et là, vous avez les automates programmables industriels. Et finalement, vous avez une carte électronique qui va piloter le pilote de bateau. Donc, qui peut, par exemple, faire le traitement d'un système de bateau. Et finalement, la fonction communiquer. Donc, la fonction communiquer, donc cette fonction se résume généralement à informer l'opérateur sur l'état du système. Alors, donc là, on a traité maintenant déjà le compte rendu, les consignes, les ordres. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Il reste tout simplement les signaux. Alors, cette fonction se résume généralement à informer l'opérateur sur l'état du système et ou de sa matière d'œuvre, sur les actions à réaliser, voire pour alerter certains défauts ou problèmes. Alors, les composants permettant de réaliser cette fonction sont soit des voyants, des écrans par exemple, des buzzers ou haut-parleurs. Donc, il y a plusieurs éléments qui vont faire sa communication avec le milieu extérieur. Alors, une remarque ici très importante, certains systèmes nécessitent aussi d'être interconnectés avec des périphériques, avec d'autres périphériques, à savoir par exemple les imprimantes, les scanners, les fax, avec d'autres systèmes automatisés comme dans les chaînes de fabrication. Alors, ou avec des ordinateurs pour la supervision. Alors, et il utilise pour cela des protocoles de transfert normalisés. Donc là, il y a des normes qu'il faut utiliser, qu'il faut respecter, et des liaisons physiques câblées ou sans fil, ce qu'on appelle le réseau locaux, artésien, ou Wi-Fi, Bluetooth, donc tout ça, on peut les utiliser pour faire la partie ou la fonction communiquer. Et finalement, la fonction agir. Donc, une fois on a traité maintenant la fonction de la chaîne d'information, donc maintenant, il faut agir sur le système. Alors, les composants qui agissent directement sur la matière d'œuvre nomment les effecteurs. Donc, les systèmes, les composants qui vont faire cette tâche-là, qui vont agir directement sur le système, sur la matière d'œuvre, c'est ce qu'on appelle les effecteurs. Alors, ils servent à saisir, donc, les effecteurs comme rôle, de saisir, de déplacer, voire fixer, assembler, modifier, trier, chauffer, tout ça, donc on peut le faire par ce qu'on appelle des effecteurs. Alors, il existe une multitude de formes de matières et de technologies d'effecteurs qui doivent s'adapter à chaque matière, comme des ventouses, par exemple, des poussoirs, des doigts, des tapis roulants, des plateaux, des roues, des brosses, des résistances. Donc tout ça sont des systèmes, ce sont des composants qui vont jouer le rôle des effecteurs. Alors, on va enchaîner maintenant par un petit exemple sur le portique de lavage de voiture. Donc, c'est un système automatisé. Alors, quel est le rôle de ce système automatisé? Alors, tout simplement, le rôle de ce système, c'est de laver un véhicule automobile. Alors, le rôle, c'est de laver un véhicule automobile. Et donc là, c'est le diagramme qu'on appelle le diagramme de Tackle. Alors, ici, vous avez la question acquérant-service. Sur quoi agit-il? Et là, vous avez le rôle. Alors, sur quoi agit-il? Donc, il agit sur les véhicules automobiles, bien sûr. Et plutôt l'utilisateur. Donc là, si vous avez les propriétaires de véhicules, c'est l'utilisateur qui va utiliser ce système automatisé, à savoir le portique de lavage. Alors, pour simplifier l'étude présentée, ne prend pas en compte les autres fonctions
optionnels d'un portique comme les lavages des roues, les séchages, etc. Donc il va faire tout simplement le lavage des véhicules automobiles, sans faire ni séchage, ni lavage des roues. Alors, la matière d'œuvre principale du système est évidemment les véhicules automobiles, vous voyez là, mais en se plaçant du point de vue du concepteur du système, il est aussi nécessaire d'agir sur l'eau, bien sûr. Donc là, on peut ajouter, au lieu de faire seulement les véhicules automobiles, on peut ajouter par exemple de l'eau et les produits nécessaires au lavage. Alors là, vous avez notre système, donc on va essayer d'étudier et de voir les éléments et les composants qui vont constituer notre système automatisé. Donc je vais commencer par la partie qu'on a enchaînée, c'est la première fonction générique, c'est la fonction acquérir. Alors pour la fonction acquérir, alors là vous avez quoi? Donc là vous avez les afficheurs, donc là vous avez la partie commande, là vous avez la matière d'œuvre, là vous avez ici ce qu'on appelle la partie opérative. Donc, je vais commencer d'abord par la chaîne d'énergie. Donc, là, vous avez l'énergie utilisée. Généralement, c'est l'énergie électrique, bien sûr, puisque ce système va utiliser de l'énergie électrique. Donc là, vous avez l'énergie d'entrée. Donc là, vous avez les opérateurs d'électricité. Donc, on peut utiliser, par exemple, notre réseau. Là, vous avez le tableau électrique qui va faire quoi? Donc, on a fait déjà ça dans le deuxième module sur la chaîne d'énergie. Donc là, c'est notre tableau électrique qui va faire la distribution de cette énergie électrique. Puis, on a ici aussi des contacteurs. Donc, les contacteurs vont jouer ici avec le tableau électrique de ce qu'on appelle la distribution de cette énergie-là. Donc, le moteur ici, c'est un effecteur, plutôt c'est la partie opérative, c'est l'actionneur plutôt. Donc, c'est l'actionneur qui va faire l'action. Donc, le moteur, il va enchaîner, donc il va prendre l'énergie distribuée électrique, bien sûr, issue du contacteur, puis il va les convertir en énergie exploitable par notre système, c'est la partie d'énergie mécanique de rotation. Là, il va utiliser ce qu'on appelle les polyroues et les réducteurs. Donc, on a déjà parlé dans le deuxième module sur ces paramètres, plutôt ces systèmes-là. Vous allez voir ici les polyroues, les roues, les réducteurs. Donc, ils vont faire la transmission de cette énergie mécanique de rotation. Et cette énergie transmise, donc là, vous avez ce qu'on appelle la partie, voilà, c'est la fonction agile. Alors, la fonction agile, donc, c'est ça, par notre brosse de notre système automatisé. Donc, là, vous va agir directement sur les voitures pour avoir une matière d'œuvre sortante avec une voiture lavée. Là, c'est notre chaîne d'énergie. Maintenant, on va entamer la chaîne d'information. Alors là, vous avez quoi? Donc là, vous avez les ordres. Donc les ordres, généralement, il est donné par ce qu'on appelle les contacteurs. Donc les données, donc là, les ordres donnés par les automates directement sur les contacteurs. Donc l'automate ici, il va jouer le rôle de la chaîne ou de la fonction traitée. Donc là, vous avez la fonction traitée. Alors les messages, ils sont issus par ce qu'on appelle les afficheurs des voyants. Donc là, c'est la partie communiquée. Là, les consignes, ils auront pas, donc ils ont arrivé par quoi? Sur quoi? Avec ce qu'on appelle la fonction AKI. Donc là, vous avez les pupitres, vous avez les boutons en ailleurs, et là, vous avez les comptes rendus qui sont directement issus des capteurs. Alors, la partie AKI, donc, comme résumé, donc la partie AKI sera faite par ce qu'on appelle les capteurs. La fonction traitée sera traitée par le système automate programmable. Et la partie communiquée, donc, sera par les afficheurs voyants et les boutons monnayeurs avec le pupitre. Alors, pour finaliser, donc, maintenant, donc, on peut faire le résumé de notre système automatisé. Donc là, j'ai regroupé les deux fonctions. Donc là, vous avez la chaîne d'information et là, vous avez la chaîne d'énergie. Alors, la chaîne d'information, alors, premièrement, vous avez ici la partie d'acquisition des données. Donc, ce sera par l'intermédiaire des capteurs et par les boutons.
Alors, pour la partie traitée, il sera géré par ce qu'on appelle l'automate programmable. C'est lui qui va faire le traitement des données de notre système automatisé. Et finalement, vous avez ce qu'on appelle afficheur. Donc là, il va afficher l'état du système. Et vous avez ici des voyants. Donc on va voir après ces afficheurs des voyants en détail dans les autres vidéos. Alors là, vous avez la chaîne d'énergie de notre système automatisé. Vous avez ici le tableau électrique. Donc c'est l'alimentation de notre système automatisé généralement par de l'énergie électrique. Là, vous avez la chaîne, plutôt la fonction distribuée. Donc, ça sera faite par ce qu'on appelle les contacteurs. Et là, vous avez les moteurs et les pompes qui vont jouer le rôle de la conversion, le rôle des actionneurs. Donc là, ils vont faire la convertir l'énergie. Et finalement, ici, vous avez la transmission par l'intermédiaire des réducteurs et des poulies. Et finalement, tout ça pour agir sur notre système, ce qu'on appelle ici, sur notre effecteur, ce qui sont les brosses qui vont agir directement sur la voiture. Finalement, pour avoir, bien sûr, une voiture propre. Et merci pour votre attention. Donc, dans la deuxième capsule sur la chaîne d'information du jour. Donc, le deuxième module, ça sera sur les grandeurs physiques, support de l'information. Alors, commençons d'abord par ce qu'on appelle mesure directe et indirecte. Alors, quelle est la différence entre la mesure directe et indirecte? Qu'est-ce qu'on dit de mesure d'abord? Alors, quand on veut effectuer une mesure sur un objet quelconque, on choisit le bon outil. Donc là, la première des choses qu'il faut faire, c'est le choix de bons outils de mesure, bien sûr, en fonction de ce qu'on le veut mesurer, bien sûr. Alors, les instruments peuvent permettre une mesure directe ou indirecte. Donc là, il faut différencier entre deux types de mesures. La mesure qu'on appelle mesure directe, la mesure indirecte. Donc, quelle est la différence entre les deux? Donc, je vais commencer par la mesure directe. Alors, une mesure directe est prise directement avec l'outil de mesure sans notre processus. Donc, sans faire appel à notre processus pour faire la mesure. Donc, on va faire la mesure directement sur notre outil. Comme l'exemple concret qu'on peut avoir, c'est la règle. Alors, la règle, donc, il peut faire, par exemple, la mesure des distances directement sans faire appel à un autre processus. Là, vous avez, par exemple, les décamètres, donc la même chose, qui peut jouer le rôle de mesurer, par exemple, des longues distances. Et là, vous avez, par exemple, les multimètres. Donc, les multimètres, directement, ils affichent la valeur mesurée, soit de résistance, soit de la valeur de tension, soit de la valeur du courant, de l'intensité du courant. Là, c'est ce qu'on appelle la mesure directe. Deuxièmement, c'est la mesure qu'on appelle la mesure indirecte. Alors, une mesure indirecte est prise avec un ou plusieurs appareils de mesure qui nécessitent un calcul. Donc là, indirect, c'est-à-dire il nécessite un autre processus qui va faire la deuxième tâche, c'est, donc il va faire le calcul, un traitement, avant de donner la mesure. Donc vous avez ici des exemples, par exemple des capteurs infrarouges, des télimètres. Donc là, il va faire d'abord la mesure de la distance, puis il va les traiter, il va les faire une sorte de calcul ou de traitement avant d'afficher notre mesure. Donc là, il faut différencier entre les deux types, la mesure directe et la mesure indirecte. Alors, pour mesurer une dimension, quelles sont les démarches qu'il faut suivre pour bien mesurer une dimension quelconque? Alors, une grandeur, on doit faire, soit, premièrement, il faut décider d'abord de la précision à avoir. Donc, il faut avoir une marge de précision réduite, surtout. La deuxième, il faut choisir le bon instrument de mesure, ce qu'on a déjà fait. Troisièmement, il faut réaliser la mesure de façon, donc là, il faut choisir soit d'utiliser la façon directe et la façon indirecte, ça dépend bien sûr de notre système. Et quatrièmement, vous avez la vérification de la cohérence du résultat. Est-ce que votre résultat est cohérent avec les informations qui sont données déjà par les instruments de mesure ou non? Alors, je rappelle ici que vous avez quatre démarches qu'il faut suivre. Premièrement, décider de la précision à avoir.
Deuxièmement, il faut choisir le bon instrument de mesure. Troisièmement, il faut réaliser la mesure de façon directe, soit indirecte. Et finalement, vérifier la cohérence du résultat. Alors là, vous avez des exemples. Là, vous avez par exemple le multimètre, où donc là, le multimètre il peut jouer par exemple le rôle soit d'un voltmètre, soit d'un ampèremètre, soit d'un ohmmètre. Alors là, généralement, c'est les deux plutôt. Le premier, donc le télémètre, plutôt qui va mesurer, le système qui va mesurer la distance et le système qui va faire la mesure des courants et des tensions et même des résistances. Donc les deux vont jouer, donc ils vont utiliser la façon directe, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir maintenant? Alors, pour mesurer ou contrôler des dimensions ou des grandeurs, il faut quoi? Il faut choisir la précision à obtenir, la première des choses, et ensuite le bon instrument de mesure. Donc là, vous avez les deux informations qui sont très importantes pour faire mesurer ou contrôler, par exemple, les dimensions et les grandeurs. Alors, on appelle mesure directe une mesure directement obtenue à partir d'un instrument de mesure, comme par exemple la mesure de longueur avec un règle, qu'on a déjà fait. Et on appelle une mesure indirecte une mesure qui nécessite un calcul pour obtenir les résultats, comme par exemple un télémètre laser ou un thermomètre laser. Alors, passons maintenant aux instruments de mesure usuels. Alors, quand on veut réaliser une mesure sur un objet, on choisit le bon outil de mesure en fonction de ce qu'on en veut mesurer. Alors là, il faut faire une chose. Donc là, vous avez, ces outils sont multiples et variés et dépendent de la grandeur à mesurer. Donc là, vous avez quelques exemples de ces mesures-là. Vous voyez là, vous avez mesuré par exemple une longueur, un diamètre, un angle. Donc là, vous avez les règles. Vous avez les mètres rubans, les décamètres, les pieds à police, les rapporteurs, donc tout ça, tous ces systèmes-là vont faire la mesure de longueur, soit de diamètre, soit d'angle. Donc pour les règles graduées, les mètres rubans, les décamètres, même les pieds à police, ils vont jouer le rôle de la mesure de la longueur, et pour le rapporteur, ils vont jouer le rôle de mesurer un angle, par exemple. Pour mesurer une masse, il faut utiliser, par exemple, des balances. Alors, pour mesurer un son, on peut utiliser ce qu'on appelle sonomètres. Pour mesurer la température, généralement, on utilise récemment ce qu'on appelle les thermomètres infrarouges. Et pour mesurer une source lumineuse, alors on va utiliser par exemple des luxmètres. Et pour mesurer une grandeur électrique, on peut utiliser ce qu'on avait déjà vu, ce qu'on appelle les multimètres. Alors, en fonction de la grandeur à mesurer, il faut choisir le bon outil et l'utiliser correctement. Donc la précision de la mesure peut influencer le choix. Alors là, donc on va prendre quelques exemples d'illustration. Donc, premièrement, par exemple, pour la masse, on peut choisir ce qu'on appelle la balance. Alors là, après l'avoir taré, on place l'objet dessus, bien sûr, et on lit la masse qui correspond au poids mesuré. La masse, bien sûr, est généralement en kilogrammes ou en grammes. Donc là, vous avez une balance, et là vous avez votre masse à mesurer, donc on va le placer au-dessus de notre balance, et on mesure directement la valeur affichée sur notre balance. Alors là, il va utiliser bien sûr la façon directe. Alors deuxièmement, pour une règle, on fait coïncider le zéro de la règle avec une extrémité de la pièce. Alors, puis on lit les gradations à l'autre extrémité pour connaître la longueur. Donc là, vous avez déjà utilisé, bien sûr, les règles graduées. Donc, il faut tout simplement par exemple, on peut utiliser par exemple cette règle-là directement sur un papier et on peut directement afficher voir directement la mesure de notre distance. Alors, troisièmement, pour le thermomètre infrarouge, vous voyez là, alors, infrarouge pour mesurer, bien sûr, il va mesurer la température. On vise la surface dont on veut mesurer la température et on appuie sur le bouton, puis on lit, bien sûr, la valeur mesurée, soit en degrés Celsius, soit en Kelvin. Mais généralement, il est en degrés Celsius.
Alors, maintenant, on va enchaîner par un système automatisé. Alors, les objets automatisés qui nous entourent ont besoin d'acquérir des informations. On a déjà parlé, on a déjà dit que pour un système automatisé quelconque, alors elle a besoin d'acquérir, de prendre l'information sur leur environnement. Alors, cela implique de mesurer ou de contrôler des grandeurs physiques pour assurer leur fonction d'usage. Donc, on a déjà parlé maintenant, on a déjà vu ce qu'on appelle les grandeurs physiques. Maintenant, on va passer maintenant où la partie acquérie, ou la partie acquisition des données. Donc, on va prendre un exemple d'illustration. C'est un robot qu'on appelle robot, MBOT. Donc, c'est un robot, c'est un système automatisé, bien sûr, qui va faire quoi? Donc, c'est un robot programmable, vous voyez là. Donc, il peut faire plusieurs tâches. Donc, il peut faire, par exemple, il peut se déplacer en avant, soit en arrière, il peut tourner à droite, il peut tourner à gauche, il peut aussi faire suivre les lignes. Donc là, vous voyez que c'est un système automatisé, donc l'intervention de l'homme, elle est très très réduite. Donc l'homme ici, il va donner l'ordre directement avec un programme donné par exemple par un logiciel quelconque. Donc là, il va programmer ce type de robot. Une fois on l'est programmé, il sera capable de faire notre tâche définie bien sûr dans ce qu'on appelle logiciel de traitement des données. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'un capteur? Quelle est il faut faire maintenant la différence entre un capteur et un détecteur. Alors, les capteurs sont quoi? Sont donc capables de faire quoi? Sont des composants techniques capables de mesurer quoi? Mesurer les grandeurs physiques et les transmettre sous forme d'un signal électrique analogique ou numérique à un dispositif de commande. Alors, la partie traitée ou la partie traitement de données, elle est généralement utilisée. Il va utiliser des signaux, ce qu'on appelle signaux électriques, soit de tension, soit la plupart sont de tension. Alors, soit des valeurs binaires ou des signaux qui sont numériques. Alors, je rappelle ici que les capteurs sont donc capables de faire quoi? De mesurer les grandeurs physiques et les transmettre sous forme d'un signal électrique, soit-il soit analogique, soit numérique, à un dispositif de commande ou la partie qui va faire la gestion, qui va faire le traitement des données. Alors, revenons toujours pour notre exemple. Alors, l'exemple avec le capteur ultrason du robot MBOT. Donc, ce robot-là, il est décomposé en plusieurs capteurs. Donc, le capteur qu'on va traiter maintenant, c'est le capteur à ultrason. C'est celui-là, là. Alors, le capteur à ultrason mesure la distance par rapport à l'obstacle. Ce sont des grandeurs qui sont physiques. Donc, la grandeur physique, c'est quoi? C'est la distance. Alors, la grandeur physique est transmise à la carte électronique sous forme de quoi? Sous forme d'un signal électrique. Alors, vous voyez là, le rôle du capteur, c'est de faire l'intermédiaire entre ces deux-là, entre les grandeurs physiques et ce qu'on appelle les signaux électriques qui sera traité, bien sûr, par la partie traitement de données. Alors, ce signal électrique il est analogique, puisqu'il varie tout le temps. Alors, pour notre système, il est analogique. Ce signal électrique est analogique puisqu'il varie tout le temps pendant le déplacement de notre robot, mais il peut avoir un autre type de système automatisé qui va utiliser un signal électrique qui est logique ou numérique. Alors, on va résumer tout ça dans cette figure-là. Donc là, vous avez le capteur, et là, vous avez les grandeurs physiques. Donc, le capteur, il va faire tout simplement, il va jouer l'intermédiaire entre les grandeurs physiques et la partie traitée ou la partie de traitement des données. Alors là, vous avez la variation soit de la distance, soit de température, soit de force, soit de vent. Alors tout ça sont des grandeurs physiques qu'on peut avoir. Et là, vous avez, dans la partie traitée, donc là, vous avez des informations analogiques ou logiques. Et là, vous avez bien sûr soit un signal électrique analogique, soit numérique. Donc on va voir après quelle est la différence entre ces types des informations. L'information analogique,
logique et numérique. Donc là, on peut citer maintenant, donc on peut résumer ça. Le capteur est un instrument de mesure qui va faire quoi? Qui va mesurer une grandeur physique, puis il va émettre bien sûr un signal électrique proportionnel à la grandeur physique mesurée. Ce signal électrique peut prendre différentes valeurs qui sont analogiques ou numériques. Alors, tout ça, donc on peut le résumer. Les capteurs sont capables d'acquérir et mesurer des grandeurs physiques et de la transmettre sous forme d'un signal électrique analogique ou numérique à un dispositif de contrôle de commande. Et dans la prochaine vidéo, donc on va voir les différents types de capteurs et quel est le rôle vraiment d'un capteur logique, analogique et même numérique. Et merci pour